Luc, il y a eu cette entente entre l'Union européenne et les États-Unis hier. Certains disent que c'est une victoire pour Donald Trump. D'autres sont un petit peu plus circonspects quant aux conséquences que ça va avoir d'un côté comme de l'autre de l'Atlantique. Quelle est ta conclusion dans tout ça? Ben écoute, si on regarde du côté des Américains, si on regarde du côté de Donald Trump, j'étais curieux de t'entendre, j'ai pas eu l'occasion de t'écouter aujourd'hui encore, mais c'est certain qu'il y aura encore un effet sur les prix à la consommation. Donc, j'ai hâte de voir. Cette semaine, on va avoir des chiffres normalement sur l'inflation. Hmm. Donc, ça devient, pour Donald Trump, ça devient de plus en plus difficile de dire qu'il a hérité de l'économie de Biden, mais même s'il mentait en disant ça, l'argument devient, au bout de 6 mois, c'est faut s'assumer un jour. Et on est vraiment dans les retombées. On commence à voir, je pense, littéralement des retombées, des ententes déjà ou de cette politique tarifaire. Donc, s'il y a quelque chose aux États-Unis que je mettrais dans la catégorie qui est plus négative, c'est cette inflation Hmm. qu'on devine à l'horizon. Sinon, Donald Trump avait besoin d'une entente. On approche de la date du 1er août. Politiquement, ça devenait difficile. Lui qui est critiqué à la fois dans les médias, mais dans la population, on le sent bien dans les sondages, c'est pas tout le monde, loin de là, qui embarque dans ce qu'on considère être une guerre tarifaire. Donc, Donald Trump avait besoin de cette entente-là et il l'a souligné comme c'est toujours le cas, mais il l'a fait hier. C'est la plus grande entente, la meilleure entente jamais négociée. Les critiques, je les ai surtout lues et entendues, puis ça a été mon premier réflexe, c'est est-ce que Mme van der Leyen et son équipe ont bien négocié là-dedans? Est-ce qu'on n'a pas trop laissé sur la table? Hmm. Puis, assurément, en tout cas, on a pris le soin de flatter l'ego de M. Trump et de mettre en valeur, bien sûr, son club de golf, parce que on est allé le rencontrer chez lui, pas entre guillemets, en terrain neutre. On est allé le rencontrer, donc, sur son terrain de golf. Ça ramène à l'horizon, bien sûr, toutes les critiques sur est-ce que Donald Trump n'en profite pas pour mousser ses revenus, puis mousser, bien sûr, Hmm. ses propriétés ou tout ce qui porte son nom. Donc, moi, j'ai vu surtout pour l'Union européenne le désir d'éviter de ne pas avoir d'entente ou encore d'y aller d'une escalade. Et on a, en termes de ressources ou d'énergie, besoin de la part des Américains. Donc, si on est en froid avec la Russie ou que la Russie ferme le robinet, on peut parler de pétrole ou on peut parler de gaz, Ouais. ben, se mettre à dos les États-Unis, pour l'Europe, c'est déjà une situation qui est particulière, qui est difficile. Donc, je me disais, on a préféré cette entente-là à pas d'entente du tout. Mais c'est certain qu'on, si on considère la situation avant le retour de Donald Trump, on est dans une situation pire ou dans une situation qui est dommageable comparativement à ce qu'on avait avant le 20 janvier Et, 2025. et c'est là où je voulais t'emmener parce que, bon, certains médias américains, là, notamment ceux qui sont plutôt fans de Donald Trump, ont déclaré Hein? une victoire. Mais bon, Ouais, je peux pas m'empêcher, puis j'en ai parlé plus tôt à l'émission, de penser que tout ceci est une taxe sur les Américains qui vont acheter des biens européens. Déjà que le dollar US s'est déprécié de 11% face à l'euro depuis l'élection de Donald Trump, rajoute un ouais, 15%, ça veut dire que ta Volkswagen, ton Brie, ta bouteille de Veuve voilà. Clicquot, tout ce qui est importé de France, d'Allemagne, d'Espagne, je sais pas moi, les oranges espagnoles, tout ça va coûter 25% plus cher aux Américains. Je lisais là, un analyste qui disait que ça pourrait se traduire juste cette entente-là sur l'Europe par une augmentation des prix de 3 à 5% sur l'ensemble des biens de consommation américains. Et on ne Je parle que d'une entente. oui, ben c'est ça, mais je veux dire, comment est-ce qu'on célèbre une affaire comme celle-là? J'ai de la misère à le Voilà. comprendre. Puis encore une fois, Écoute, ouais. si, si tu me permets, je lisais ce matin, il y a un site que j'aime bien le matin, si je veux juste un peu débroussailler l'information. C'est un site qui est relativement récent en politique américaine, qui s'appelle Axios. Et Axios est critiqué par sa couverture de Donald Trump parce que c'est démarré par des gens, entre autres un des deux fondateurs d'Axios, c'est un ancien de Politico. On a dit, ben Politico, Hmm. pour lui, c'était peut-être trop progressiste. Il s'est lancé une plateforme conservatrice. Et j'aime pas du tout l'étiquette qu'on lui accole. C'est, je pense qu'on a une information qui généralement est neutre, mais sur ce dossier-là, je pense qu'ils l'ont bien joué, c'est-à-dire qu'ils l'ont formulé un peu comme tu viens de le faire, Français. C'est si on regarde ça, on est Donald Trump, nous sommes l'administration Trump. Le deal qu'on vient d'annoncer avec l'Union européenne, c'est une victoire. Et quand on regarde depuis le 20 janvier 2025, Donald Trump cumule les victoires. Il y a des défaites devant les tribunaux, mais il y a aussi des victoires. En gros, il applique son plan de match. Mais là où c'est paradoxal, c'est que les gens qui ont voté pour Donald Trump maintenant
plusieurs d'entre eux sont déçus parce qu'on voit les effets du plan de match. Donc, Mhm. en fait, Donald Trump fait ce qu'il avait dit qu'il ferait. On peut considérer ça comme une victoire. Il est arrivé à mettre le Congrès de son côté. Donc, on a exercé des pressions, on a joué comme on le fait historiquement au Congrès. Là. Il y a eu du tordage de bras, puis on s'est assuré de bien faire sentir son pouvoir. Mais donc, il sort victorieux d'un certain nombre de dossiers, il applique le plan de match, mais dans les sondages, c'est ça que ça donne, le plan de match. Et les Américains n'ont pas l'air de suivre. C'est comme si on célébrait un joueur de soccer qui vient de marquer un but dans son propre but. Puis on est comme bravo, bravo, tu sais, c'est comme mais non, mais dude, genre, voyons, il y a Non, quelque voilà. chose fondamentalement pour moi que je ne comprends pas. Puis d'ailleurs, j'en parlais un peu plus tôt là, à l'émission. Là, bon, Mark Carney, tout ça, évidemment, est aux prises avec cette patate chaude là, de Oui, l'entente Union européenne-États-Unis. Il aurait consulté Stephen Harper, figure-toi donc. Là, je sais pas si tu as vu cette brève-là passer, mais donc, oui, tu sais, il y a vraiment un ralliement des forces canadiennes entre conservateurs tout à fait. et libéraux. Et M. Harper est comme allé même plus loin, on dirait, que Mark Carney en disant il faut diversifier, il faut, tu sais, se débarrasser Ben, de tu notre vois, relation. l'autre, J'ai été. si je suis un Américain, si je suis un élu américain ou un citoyen américain minimalement informé, ce que je n'aime pas actuellement, au-delà de l'inflation qu'on attend, qui est déjà en place, mais qu'on Mhm, attend, là, mhm. qui devrait être à la hausse, c'est que pendant ce temps-là, on envoie un message très fort à nos partenaires historiques, allez voir ailleurs. Au Canada, je rencontrais la semaine dernière, j'étais bien chanceux, des parlementaires canadiens pour leur faire un topo sur Donald Trump et les médias. Mais je sentais très bien dans leur discussion que on fait beaucoup de. C'est un des irritants, si on veut, ou un des écueils actuellement au Canada, c'est on fait beaucoup de commerce entre nous. Puis on l'oublie souvent. Les États-Unis, c'est un gros partenaire, mais le Québec, par exemple, vend énormément ailleurs au Canada. Mhm, Donc, mhm. ce qu'on est en train de faire, c'est de forcer l'Union européenne, le Canada, à l'intérieur de ses limites, à jouer le match autrement, puis à jouer le match avec de nouveaux partenaires qui étaient peut-être en périphérie auparavant, mais vers lesquels on va se tourner un petit peu plus que vers les Américains. Et ça, je suis pas certain, au-delà de l'inflation, qu'on mesure bien, un peu comme en diplomatie hein, à l'échelle internationale, Make America Great Again, j'ai souvent dit, c'est Make America Alone Again. Mhm. Parce qu'ils l'ont déjà été, ils sont sortis de là, donc on verra. Mais je pense que ça, c'est un des impacts. Tu l'as très bien résumé avec Carney et avec Harper, c'est si on diversifie, c'est qu'on va être moins américain dans nos échanges. Moyen long terme, si on voit au-delà de 2026-2028, pas certain que c'est une bonne idée, mais c'est un réflexe naturel. Si votre partenaire américain n'est pas fiable et s'il ne respecte même pas les ententes qu'il a lui-même signées, et là on parle de Donald Trump, Ouais. j'ai envie d'aller jouer avec quelqu'un, moi, qui va respecter les règles du commerce international puis des traités signés entre les États. Bon, sinon, Donald Trump a aussi, dans sa mensuétude, là, donné un délai de 12 jours à Vladimir Poutine là, Ah, pour tout arrêter ça, cette guerre-là. C'était 24 heures, ensuite c'était 50 ouais, jours, là, c'est 12. J'ai l'impression qu'il roule des dés, puis comme il dit le chiffre tu sais, qui sort, j'ai le sentiment que Vladimir Poutine doit rire un peu dans sa barbe à voir tout ça. Il n'y a plus beaucoup de mesures à ajouter là, contre la Russie. Là. Ils sont coupés d'à peu près tout. il y a Qu'est-ce que tu fais de cette menace? Est-ce que c'en est une vraie? Est-ce que Donald Trump a vraiment une carte dans sa poche qu'il pourrait jouer? Comment tu vois la suite? Je te dirais, il y a deux dirigeants sur la planète qui se réjouissaient de l'avenue de Trump et qui, jusqu'à maintenant, en ont pour leur argent, Vladimir Poutine et Benjamin Netanyahou. Hmm. M. Trump, en parole, à tout le moins, disait hein, je suis capable, ces deux gars-là, de jouer avec. Ce sont des durs, mais je suis un dur. Et entre durs, on va s'entendre. J'ai pas senti que M. Netanyahou, outre le fait qu'on laisse entrer un peu d'aide humanitaire actuellement, j'ai pas senti de réaction à M. Netanyahou, au-delà de, bien sûr, Donald, je vais le faire, mais une fois que la conversation est terminée, Netanyahou va en sens contraire ou continue à faire ce qu'il faisait auparavant. Est-ce que Vladimir Poutine est ébranlé? Est-ce qu'il tremble actuellement? Est-ce qu'il est sur le point de demander à ses hommes sortez de l'Ukraine? Je ne pense pas. Ce que Donald Trump pourrait faire et ce que les républicains surtout pourraient faire parce qu'ils ont le contrôle du Sénat, si on voulait vraiment faire autre chose que des mots, parce que j'entends Donald Trump maintenant depuis 6 mois, il s'est avancé un peu sur l'Ukraine, ça va. Si je suis Volodymyr Zelensky, je suis content, mais c'était déjà un peu dans les cartons. Si je suis Poutine, j'ai peut-être plus peur de ce que les sénateurs républicains ont comme projet de sanction que ce que Donald Trump me dit. En même temps, le projet de sanctions qu'on a du côté des sénateurs américains, non seulement ce sont des sanctions plus sévères sur la Russie, mais on veut toucher à la périphérie de la Russie, c'est-à-dire sanctionner aussi
directement et indirectement des pays comme la Chine ou comme la Corée du Nord, des pays qui font affaire également avec la Russie parce que c'est ce qui permet à la Russie de tenir le coup, de survivre, puis de continuer à mener la guerre en assumant des sanctions qui viennent essentiellement du monde occidental et des États-Unis. Mais Donc, encore une fois, oui. Luc, que les États-Unis viennent s'immiscer dans la relation entre la Russie et la Chine, tu sais, on ouvre un autre panier de crabes, là, je veux dire, les négociations avec la Chine. C'est le risque d'escalade. Oui, puis les négociations avec la Chine ne progressent pratiquement pas. On s'est redonné un autre 90 jours. Je verrais mal les Américains venir dire aux Chinois que le pétrole qu'ils achètent de la Russie va être taxé. Je veux dire, tout ça est incohérent au possible, non? C'était une politique à très courte vue. Et je pense que dans un monde d'après Deuxième Guerre mondiale, là, où les Américains ont été omniprésents sur la planète, qu'on parle de retrait progressif des États-Unis, d'une forme de désengagement, ce qu'Obama avait appelé jadis leading from behind. Hein, on ne sera pas toujours sur la ligne de front là, pour mener les combats diplomatiques ou les guerres, littéralement. On peut le faire en retrait aussi parce que, en guillemets, on n'a plus les moyens de nos ambitions, c'est ce qu'il voulait dire. Je pense que Donald Trump a accéléré cette cadence-là et je pense tout simplement qu'il va trop vite sans avoir, lui, en tout cas, de ce qu'on entend, autre chose qu'une planification à court terme. Et je répète, on vient de le faire pour les tarifs douaniers, pour les politiques tarifaires ou pour l'économie. On regarde également au plan diplomatique ou au plan militaire. On a déséquilibré. Si on voulait nuire à un pays à très court terme, on agirait comme ça. Je vois difficilement d'autres conclusions auxquelles on peut parvenir présentement, mais c'est peut-être pas qu'il manque d'imagination. Ça ne serait pas une discussion américaine sans la contribution de notre collègue conspirationniste en chef. Avec Fred plaisir. Bastien. J'adore que tu dis ça devant tous nos collègues, Francis. Non, mais justement, Luc, on parlait tout à l'heure voici la conspiration du jour. Là, Donald Trump triche au golf. Je sais pas si tu as vu l'extrait de son caddie qui bouge sa balle là, sur son terrain de golf en Écosse. Sache que ça fait beaucoup réagir. Il y a des gens qui nous appellent, des gens qui nous écrivent. On y revient au prochain bloc. Je te rassure, Luc, et je rassure tous nos auditeurs et auditrices et tous ceux qui nous regardent. On y revient, on fait une investigation avec Cybèle sur à quel point là, c'est clair que Donald triche au golf. Écoute, je pourrais y revenir, j'avais une source directe de quelqu'un qui a joué au golf avec Donald Trump et qui me confirmait qu'il triche devant tout le monde et que tout le monde le laisse faire. Donc, écoute, j'aurais pas le choix de le porter, le fameux chapeau. On va quand même appeler tous et toutes à contribuer à la conversation. Est-ce que Donald Trump triche ou non lorsqu'il joue au golf, en dépit des informations très privilégiées que Luc vient de nous partager? Je vous invite à nous écrire au 187 Cube Radio, 1-877-827-2346. Merci, Luc. Merci. Une bonne fin de journée à vous deux.